Et elle a remis, je veux dire, en pratique, et vraiment, elle a remis au goût du jour, et elle a remis donc dans le concret, l'aspect du bien commun avant tout. Et c'est à partir du moment où on peut unifier un peuple, en lui disant attention, le bien commun est supérieur à ton bien particulier. Mais parce qu'in fine, le bien commun sera le meilleur de ton bien particulier. Je m'explique. À partir du moment où je fais des sacrifices pour la nation, quand la nation va mieux, j'en récolte les dividendes. Donc finalement, au départ, je peux être obligé de me sacrifier pour le bien commun, mais une fois que le bien commun est vraiment réalisé, eh bien ce bien commun me revient, j'en récolte les fruits et je suis heureux. Et le national-socialisme, c'est la clé de sa réussite, c'est ça. Ça a été de faire comprendre au peuple qu'il n'était pas utile, qu'il n'était pas utile de se crisper sur ses petits intérêts propres, mais qu'il fallait voir avant tout le destin de la nation et le destin du peuple à travers cette nation, puisque la nation n'est que, je dirais, l'émanation du peuple. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où tout le monde a conscience qu'on réalise un destin commun, et qu'il faut œuvrer pour la grandeur de sa nation, pour la vie, pour ses enfants, pour ses petits-enfants. Comme dit Hitler, l'État est le dépôt de toutes les générations futures. Eh bien, à partir du moment où les gens comprennent cela, eh bien, l'économie va, de façon naturelle, se mettre au service du peuple. Et par exemple, il y a eu dans l'Allemagne national-socialiste, qu'on appellerait des exemples, je veux dire, où on a régressé techniquement pour donner du travail aux gens. Par exemple, quand Hitler est arrivé au pouvoir, il a demandé, il y avait des usines d'emballage de cigares en Allemagne. Ça peut paraître surprenant, mais l'Allemagne emballait ses cigares. Eh bien, il a demandé à ce que les machines qui emballaient les cigares soient écartées du circuit économique et que ce soit des gens qui emballent ces cigares, parce que c'était pas un travail difficile comme la peindre des voitures où on est dans des produits toxiques, non, on est dans le cigare. Donc il a demandé au patron en disant attention, vous allez être obligé d'embaucher des employés, vous allez produire moins puisque les cigares vont être emballés à la main, mais vous allez donner du travail aux gens. Et au bout d'un moment d'ailleurs, quand la société ira mieux, qu'est-ce qui se fera? Il se passera que les gens consommeront plus de cigares et ça va vous allez en récolter et les dividendes après. Donc, il est évident que, pour moi, le cœur du national-socialisme, c'est ça. C'est la remise à l'ordre du jour du bien commun avant les biens particuliers. C'est-à-dire, c'est prendre le contre-pied de nos sociétés individualistes. Donc, elle ne parle pas de nos sociétés de bien commun, mais d'intérêt général, ce qui n'est pas du tout la même chose. L'intérêt général, c'est en gros, c'est faire la moyenne de tous les intérêts particuliers pour que tout le monde puisse égoïstement vivre au mieux sa vie. Le bien commun, c'est pas du tout ça. Le bien commun, c'est attention, vous allez consentir des sacrifices, mais après pour en récolter des dividendes. Et on l'a vu, ça a fonctionné. Donc, il est évident que la recette n'est pas du tout dans des techniques économiques. C'est pas ça. La recette est d'abord, la révolution doit d'abord se faire dans les esprits. Et une fois qu'elle s'est faite dans les esprits, elle se fait beaucoup plus naturellement sur le terrain, même s'il y a toujours des résistances, des imperfections, etc. Et donc, aujourd'hui, c'est cela que l'on veut cacher. Et il est évident que pour le cacher, le meilleur moyen, c'est de dire, mais cette idéologie est intrinsèquement criminelle. Donc, même si elle a eu quelques réussites sociales, oui, on l'admet, oui, c'est vrai, elle a supprimé le chômage, mais on se dit, mais à quel prix? Vous vous rendez compte? Au prix d'une perte des libertés individuelles, au prix d'une répression sévère, au prix d'une terreur policière, et puis surtout, après, au prix d'une guerre qui a fait 50 millions de morts, dont 6 millions ou 5 ou 6 millions de gens exterminés. C'est évident que tout cela, que toute cette propagande des années 45, aujourd'hui, dure encore pour effacer tout ce qui a été vraiment le national-socialisme. Pour moi, ça crève les yeux, hein, ça crève les yeux que c'est comme ça. Que c'est comme ça. Mais vous savez, ce n'est pas nouveau. Il faut savoir que, par exemple, dans les années 36, 37, même 35, 36, 37, il y avait des gens qui voulaient la réconciliation franco-allemande, aussi bien en Allemagne qu'en France. Et il y avait des échanges, notamment des échanges ouvriers, qui étaient organisés. Et puis, à un moment,
eh bien ces échanges se sont arrêtés. Et à l'époque, il y avait De Brinon, qui était au comité France-Allemagne, qui a dit, mais qui a demandé à des patrons, qui a dit, mais pourquoi vous arrêtez ces échanges? C'est pas mauvais tout ça. Et les patrons ont dit, ah, mais attendez, quand les ouvriers vont en Allemagne et qu'ils voient tous les avantages des ouvriers allemands, quand ils reviennent en France, ils commencent à se dire, mais pourquoi nous, on n'a pas le droit à cette vie? Et donc c'est pour ça que les patrons français, affolés, ont mis fin à de nombreux échanges comme ça. Et n'ont pas voulu les faire parce qu'ils étaient déjà conscients de la réussite sociale national-socialiste et ils ne voulaient surtout pas que le public français en ait conscience. Donc, ce n'est pas nouveau. Avant même la guerre, il y avait une présentation de l'Allemagne qui était déjà un peu biaisée dans la presse. Mais alors depuis, il est évident que ça s'est multiplié par 10, 100, 1000 afin de masquer cette réussite nationale-socialiste. Voilà ma réponse à la question que vous me posiez. D'accord. Alors, il y a énormément de questions. On me parle aussi, c'est vrai, de... Est-ce que vous connaissez les travaux d'Anthony Sutton sur la révolution Oui. russe? Voilà. Vous en pensez quoi de ces travaux? Encore une fois, pour moi, tout ça, ce sont des problèmes annexes pour moi. Ouais. Je ne fais pas de l'aspect économique l'aspect primordial. Ce n'est pas ça. Il faut comprendre que la révolution nationale socialiste a été d'abord une révolution dans les esprits. Et c'est joué, c'est tombé dans le piège de nos adversaires que de croire que tout est dicté par l'économie. Donc moi, je ne pénètre pas sur ce terrain. Vous voulez croire en Sutton, vous croyez que c'est important que le national-socialisme s'arrête à cela. Et vous voulez dire, ben non, le national-socialisme n'a pas été bien parce qu'il a eu tel financement, tel financement. Croyez-le, je ne pourrais rien, je ne peux pas vous en empêcher. Mais vous vous trompez. Voilà ce que je réponds. Je ne veux pas rentrer dans ce débat. C'est pas important tout cela. C'est- Et alors justement, donc, parce que Hitler, vous expliquez voilà, que Hitler, selon vous, donc, il voulait la paix, mais vous expliquez aussi quelque chose de très important, c'est du côté français aussi, que finalement, on se comportait un peu de façon belliqueuse avec les autorités allemandes. On les cherchait, en fait, on voulait les amener à la faute. C'est quoi exactement? C'est quoi l'attitude du gouvernement français d'avant-guerre? Ah non, non. Alors bon, attention, alors c'est pareil, quand on dit par exemple l'attitude du gouvernement français d'avant-guerre, si vous prenez entre 33 et 39, mais il y a eu plein de gouvernements, Oui, très très différents. Et on peut dire que l'attitude d'un Laval n'a pas été l'attitude du Front Populaire, qui n'a pas été l'attitude d'un Daladier. oui, Et il faut savoir que par exemple, la France, non, la France était à la remorque de l'Angleterre. Alors, il y avait un parti belliciste en France, qui a été mieux organisé que le parti pacifiste. Parce que, eh bien, les bellicistes, en gros, ils se sont bien réunis entre eux, alors que les pacifistes, ben, il y avait des pacifistes de gauche, des pacifistes de droite, et en fait, qui se tiraient dans les pattes entre eux, donc qui n'ont pas été capables de faire un front uni. Il y a Jean Montigny, le député de la Sarthe, dans les années 30, qui a voulu faire un front pour la paix. Ça a été un lavaliste, d'ailleurs, après. Mais il a voulu faire un front pour la paix, et ça a échoué. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne peut pas dire, encore une fois, il ne faut pas simplifier les choses et dire, il y a eu je dirais, une attitude de la France. C'est pas vrai. Il y avait des attitudes très très différentes en France, et d'ailleurs ça s'est vu pendant l'occupation. Ça allait de la collaboration la plus extrême à la résistance la plus extrême. Donc c'est assez complexe, mais ce que je peux te dire, c'est que en 1939, en août 39, donc il y avait le gouvernement Daladier, et Édouard Daladier, s'il n'y avait pas eu l'Angleterre, aurait été d'accord. Et grâce à Édouard Daladier, je pense qu'on aurait pu s'entendre avec l'Allemagne pour une résolution pacifique du différend germano-polonais. Édouard Daladier ne voulait absolument pas la guerre. Il savait de toute façon que la France n'était pas prête. On le savait. Il savait notre état d'impréparation terrible. Il savait que ce serait une catastrophe. Et donc il a tout fait pour éviter la guerre. Et dans la vidéo dans laquelle j'ai traité la question, je montre bien d'ailleurs que l'euro de Daladier à un moment est très très surpris quand il voit les manœuvres de l'Angleterre, puisque même à un moment il dit mais je comprends pas qu'est-ce que vous voulez finalement. Au moment où Mussolini propose une dernière tentative de médiation pour une résolution pacifique du différend germano-polonais, je rappelle, hein, l'Angleterre fait semblant de dire oui en disant ouais, on va dire oui, mais on va donner une première, on va faire une première
on va poser une première exigence pour qu'Hitler refuse. C'est-à-dire que l'Angleterre le dit. Elle dit non, non, on va faire semblant d'accepter, parce que nous, on est une démocratie, on ne peut pas refuser une offre de paix. Mais on va poser une première exigence pour que Hitler refuse. Et la première exigence qu'il pose, c'est que la Pologne soit aussi invitée à cette conférence qui réglerait le sort de la Pologne. Et Hitler dit oui, aux grandes dames de l'Angleterre. Et ensuite, bon, le 1er septembre arrive, les armées allemandes envahissent, oui vrai, la Pologne, et à ce moment-là, Mussolini dit non, ce n'est pas perdu, on peut encore faire une conférence. Et l'Angleterre, qui ne peut toujours pas dire non, dit d'accord, d'accord, on va dire oui, mais on va exiger que les armées allemandes s'arrêtent, qu'il y ait un armistice. Ils disent Hitler va refuser. Et Daladier est d'accord. Et le manque de chance pour l'Angleterre, Hitler accepte. Il dit ok, armistice, très bien, et on discute. Et là, l'Angleterre va formuler une deuxième exigence qui sera intolérable, qui était sans précédent dans toutes les annales de la diplomatie. L'Angleterre dit non, il faut que l'Allemagne retire ses troupes de Pologne. Et ça, Mussolini d'ailleurs dit mais non, c'est pas possible, on ne peut pas demander ça. Comme dans toutes les guerres, il y a un armistice, mais les armées ne se retirent pas. Et là, Daladier justement ne comprend pas. Il dit à l'Angleterre, mais qu'est-ce que vous voulez finalement? Vous la voulez ou pas, cette conférence? Bref, Daladier, lui, s'il n'avait tenu que de lui, il y aurait eu cette conférence. Donc, je ne crois pas qu'en 1939, le gouvernement français, qui était le gouvernement, donc, le président du Conseil, c'était Daladier, le président, c'était Albert Lebrun, mais c'était le président du Conseil qui faisait la réelle politique. À cette époque-là, s'il n'y avait que la France, tout était possible. Je ne dis pas qu'après, la discussion autour d'une table serait parvenue à sauver la paix, je ne sais pas. Mais avec la France, cette discussion aurait eu lieu. Donc, on ne peut pas dire que les autorités françaises aient poussé l'Allemagne à la faute, je ne le crois pas. En tous les cas, pas Daladier. Et là-dessus, je reste ferme partisan, je pense il aurait préféré la paix. D'ailleurs, son ministre des Affaires étrangères, qui s'appelait Bonnet, voulait lui aussi la paix. Voilà. Donc non, je ne porte pas d'accusation contre la France, je la porte surtout contre l'Angleterre. Même si en France, il y avait un parti belliciste, animé par Alexis Léger, etc., tous ces gens-là. Voilà. Et voilà, alors juste avant la pause, une dernière petite question. Vous, quand vous voyez un film comme La Chute, vous trouvez ça crédible ou c'est plus de l'amusement ou Non, je ne sais pas. Personnellement, quand je vois La Chute, j'ai trouvé que par certains côtés, il y avait des choses très justes. Bon, naturellement, le metteur en scène est obligé de faire quelques concessions. Mais non, mais il est évident que moi, je veux dire, c'est pas ces films-là. Je me précipite pas pour aller voir ces films. Quand il s'agit par exemple, de connaître les derniers jours d'Hitler, je lis les témoignages des gens qui étaient là, notamment le témoignage de Hans Bohr, qui était son pilote, le témoignage de ses secrétaires, certains témoignages d'autres, de gens qui sont restés jusqu'au bout, certains ont témoigné à Nuremberg d'ailleurs. Je fais relativement peu confiance au cinéma, et surtout je dis que si on veut vraiment connaître et savoir, il vaut mieux lire, et lire notamment des documents des gens qui étaient là à l'époque, et qui souvent d'ailleurs racontent avec une certaine honnêteté ce qui s'est passé dans les derniers temps, avec les aspects grands, les aspects petits, les aspects héroïques, mais les aspects mesquins. Il y a tout eu en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est que plus vous lisez objectivement, et plus vous apercevez que, eh bien, il n'y a pas de blanc ou noir. Je dirais pas que tout est en gris, ce serait un peu quand même porter du jeu entre généraux, mais il y a des aspects grands, petits chez les gens, dans tous les moments, et surtout, il n'y a pas les mauvais d'un côté et les bons de l'autre. Il y a des gens qui jusqu'au bout tiennent bon, il y a des gens qui ne tiennent pas bon. Voilà, donc un film comme La Chute, de toute façon, moi, ça ne m'intéresse pas. Je préfère les livres avec les témoignages. D'accord. On va faire une petite pause et puis on revient juste après pour la deuxième partie. Donc c'est parfait, la régie elle est prête, allons-y. Alors une petite pause puis on revient toujours après avec Vincent Renoir. À tout de suite. Voilà, donc de retour toujours avec Vincent Renoir après cette petite pause et
un petit épisode de Serge Bernamège, hein, on lui passe le bonjour, parce que c'est toujours excellent de pouvoir le regarder. Alors, vous êtes toujours avec nous, Monsieur Renoir, vous m'entendez? Je suis toujours là. Ah, parfait. Merci beaucoup. Voilà, donc bon, évidemment, beaucoup de réactions, hein, comme on pouvait l'anticiper. Hein. Je tiens aussi à vous dire qu'il y a une audience assez exceptionnelle ce soir, hein, puisqu'on est plus de 4000 connectés en même temps, ce qui signifie qu'en fin de soirée, on va probablement atteindre les 70 000 connexions, probablement. En tout cas... j'en suis très honoré. Voilà, donc vous voyez, beaucoup de gens, en tout cas, qui tenaient à vous écouter. Alors, justement, il y a une question voilà, qui revient, que j'ai vu qu'elle est revenue. On me demande, qu'est-ce que vous pensez du livre d'Albert Zoller s'intitulant 12 ans avec Hitler, qui parle d'Hitler effectivement comme quelqu'un qui fumait pas, qui buvait pas, qui était très sobre finalement. Vous en pensez quoi? Peut-être vous connaissez ce livre? Ah bien, oui. Là-dessus, en fait, c'est assez connu. On a notamment le témoignage de plusieurs de ses secrétaires qui vivaient avec lui. C'était un homme, en effet, qui était très sobre, qui était vraiment végétarien, qui ne mangeait pas de viande, qui avait une vie assez simple, finalement. Et alors, il avait une vie, je pense, déjà assez simple pour lui-même, mais un jour, par exemple, il avait dit à sa secrétaire, non mais vous voyez, un Hitler bedonnant... dans les réunions publiques, ce serait ridicule, donc je suis obligé de garder ma ligne. Oui, il disait des choses comme ça, très simplement. Et c'est vrai. Alors, sur la fin, naturellement, non. Enfin, sur la fin, ses secrétaires sont formels. Il se bourrait de sucreries, mais il était devenu... il portait un tel poids qu'il fallait compenser. Et il a compensé beaucoup avec des sucreries, avec aussi des médicaments. Hein. Sur la fin, il n'était vraiment plus le même homme. Mais bon... quand on voit déjà nous, quand on a des petits ennuis, comment on peut être, quand on voit un pays, le pays qu'on a construit, que l'on a aimé, qui est à la fin, qui est écrasé, bon, à la fin, ce n'était plus du tout le même homme, mais il est vrai que c'était un homme sobre, qui avait une vie simple, qui ne cherchait pas le luxe, le faste, et qui était d'ailleurs très amusant. Ses secrétaires racontent que, par exemple, quand ils avaient tous eu une journée bien remplie, le soir, ils faisaient des jeux. Des jeux comme, par exemple, il fallait se souvenir, c'était à celui qui se souviendrait de tous les barbus qu'on avait rencontrés dans la journée. Et c'était celui qui donnait le plus de noms. Des jeux comme ça, des jeux enfantins, des jeux anodins. Voilà. Il est évident que quand on a l'image, quand on regarde, quand on lit les témoignages des proches d'Adolf Hitler, ce n'est pas du tout le personnage que l'on nous montre, enfin qu'une certaine propagande nous montre. Hein. C'était un personnage assez simple, oui. Donc après, bon, tout ce qu'on peut écrire aujourd'hui, même ce que disent ses secrétaires, est-ce qu'il n'y a pas, pour certaines d'entre elles, un embellissement? Je ne sais pas, c'est assez difficile à dire, mais j'ai publié notamment, j'étais le premier à publier un peu de témoignages que j'ai découvert dans les archives de Nuremberg, sur ce qui était, c'était Annie Winter, la majordome d'Adolf Hitler à Munich. Elle a rencontré beaucoup de gens qui côtoyaient Hitler, et elle a rencontré Hitler lui-même, enfin elle vivait avec Hitler lui-même, et justement elle en dresse le portrait d'un homme très droit, d'un homme qui était soucieux d'être juste, qui n'était pas du tout intéressé par l'argent d'ailleurs. Voilà, en effet, donc les images qu'on en donne sont, je veux dire, pas dans le milieu hollywoodien naturellement, sont relativement justes, oui, à mon avis. Et on nous demande, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui nous demandent, mais alors d'où vient cette haine, cette aversion des Juifs d'Hitler? C'est quoi qu'en est la motivation principale? D'où ça vient? Alors, il a expliqué lui-même dans Mein Kampf, même s'il faut faire attention, Mein Kampf est une construction rétrospective. Hein. En fait, Hitler, si on parle d'Hitler lui-même, il estimait que les Juifs, qui avaient acquis une position assez forte en Allemagne sous Weimar, étaient non seulement les fourriers du bolchevisme, mais les fourriers de tout ce qui était corruption morale.
Il en parle dans Mein Kampf. Alors, les chapitres ne font pas office de preuve, ils ne citent aucune étude, aucune statistique. Donc, ce n'est pas avec Mein Kampf, je pense qu'il faut... Enfin, je veux dire, Mein Kampf n'apporte pas une preuve sociologique, ce n'est nullement une preuve, c'est un manifeste de combat, mais bon. Voilà pour Hitler. Donc Hitler pensait reprocher aux Juifs donc d'être les fourriers du bolchevisme, et ça, il en parle beaucoup, il parle quand il travaillait notamment jeune, et qu'il était sur des chantiers, et il avait remarqué qu'il était entouré de gens qui étaient donc des bolchevistes, des marxistes, et c'est quand il raconte que quand il lit leur presse, au départ, il a ça en abomination, cette presse, mais il s'aperçoit que ce sont que les Juifs, hein, énormément de Juifs. À ce qu'il dit, attention, je ne fais que répéter ce qu'il dit. Hein. Et ensuite, donc, quand il commence à s'intéresser justement à ce qui est art, à ce qui est art dégénéré, ce qu'il appellera plus tard, il s'aperçoit que les Juifs avaient aussi beaucoup d'influence là-dedans. Voilà. Alors ça, et c'est pour ça que pour Hitler et pour beaucoup de nationaux-socialistes, les Juifs en fait avaient acquis une place trop importante en Allemagne durant la crise, non seulement des Juifs allemands, mais surtout des Juifs venus de l'étranger d'ailleurs, contrairement à ce qu'on peut croire. Il y avait beaucoup de Juifs venus de l'étranger qui ont fait fortune en Allemagne, parce que l'Allemagne était ruinée et qu'on pouvait racheter des fois des pans entiers, enfin des pâtés de maison pour rien du tout, des entreprises pour rien du tout. Et il est évident, et là je crois que quand même c'est vrai, les chiffres que j'ai vus, je me suis renseigné à des sources très très diverses, on peut dire tout de même qu'en effet, les Juifs avaient acquis en Allemagne, entre les deux guerres, une puissance qui n'était pas en rapport avec leur nombre réel. Alors bien sûr, on peut dire c'est parce qu'ils sont plus intelligents. Ah, mais alors dans ce cas-là, vous êtes en train de nous dire que l'intelligence dépend des peuples, etc. Pourtant, on nous a toujours dit qu'il n'y avait pas ni peuple, ni race, etc. Donc je ne comprends pas tellement d'ailleurs les gens qui se disent très antiracistes, mais qui après nous disent « Ah, mais les Juifs, s'ils réussissent mieux, c'est parce qu'ils sont plus intelligents. » Il faudrait être cohérent. Alors, soit il y a des peuples plus intelligents et vous admettez que l'intelligence est dans les gènes, soit qu'il y a des cultures qui rendent plus intelligents, soit vous nous dites que tout se vaut, vous avez le discours officiel et vous ne pouvez pas dire ça. Mais peu importe, ce n'est pas le sujet de ce soir. Mais donc les Juifs avaient acquis une position assez forte, et ce que voulaient les Allemands, c'était en fait leur refuser le droit à la citoyenneté pour que l'Allemagne soit gouvernée par des Allemands et pour les empêcher d'accéder à des places. Ce qu'ils ont fait d'ailleurs quand ils sont arrivés. Hein. Ça ne s'est pas fait avec la violence que l'on décrit aujourd'hui, mais ça s'est quand même fait. Hein, il y a eu un numerus clausus dans les facultés, dans des branches, etc. Donc ils voulaient réduire l'influence des Juifs. Alors, ce qui s'est passé, c'est que le témoignage là-dessus de von Ribbentrop, qui a terminé le ministre des Affaires étrangères d'Adolf Hitler, est très intéressant. Von Ribbentrop raconte bien que, bon, quand les nationaux-socialistes sont arrivés au pouvoir, il n'était absolument pas question de parler de la question juive. Il fallait voir le chaos qu'il y avait en Allemagne. Ce qu'il fallait, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était donner du pain et du travail aux gens. La question juive, on s'en intéressait. Et d'ailleurs, même à Nuremberg, l'accusation a été obligée d'admettre que sur les 2 premières années, les Juifs ont pu vivre relativement tranquillement. D'ailleurs, lorsque Hjalmar Schacht, qui a été celui qui a relevé économiquement l'Allemagne, a demandé à Hitler, mais bon, vous allez m'employer, il a demandé ça en 1934, mais qu'est-ce qu'on fait des Juifs? Et Hitler a dit, oh, mais en matière d'économie, les Juifs peuvent continuer à vivre sans aucun problème. La meilleure preuve d'ailleurs, c'est qu'on nous parle souvent de la nuit de cristal. Et on nous dit, oh là là, c'est terrible, pendant la nuit de cristal, donc dans la nuit du 9 au 10 novembre 1938, des milliers de magasins juifs sont détruits. C'est paradoxalement la preuve qu'il restait des milliers de magasins juifs en Allemagne. Donc que les Juifs n'étaient pas exclus de la vie économique comme on veut bien le dire. Bon, par la suite, ça a été différent. Mais la nuit de cristal apporte une preuve à contrario que les Juifs, s'il y avait des numerus clausus dans les facs, dans la presse, dans l'art, etc., économiquement parlant, les Juifs continuaient leur business. Parce que les nationaux-socialistes étaient assez intelligents pour savoir que, c'était des gens qui savaient faire tourner les affaires et que il fallait bien faire tourner l'économie allemande. Bref, donc, au départ, dans les années
jusqu'en 34, et même en 35 avec les lois raciales, bon, on pourrait dire que la situation des Juifs était difficile, c'était des citoyens de seconde zone, il est évident, mais c'était pas une situation intenable. À ceux qui me disent que c'est scandaleux d'avoir fait des citoyens de seconde zone, je rappelle les fameuses lois de la République entre les années 1880 et 1905, hein, qui fermaient de force, qui empêchaient les congrégations religieuses, donc tous les religieux qui appartiennent à des congrégations, d'être professeurs, de pouvoir être responsables des tutelles, etc., qui les empêchaient donc d'ouvrir des écoles comme ils le voulaient, des écoles privées. Il faut savoir que la République, dans les années 1880 et 1900, a transformé les congrégations religieuses et les membres des congrégations religieuses en citoyens de seconde, voire de troisième zone. Hein. Bref, je crois que la République n'a pas de leçon à donner à ce point de vue-là. Et d'ailleurs, lorsqu'il y a eu le procès de l'ancien commissaire aux questions juives, Xavier Vallat, en 1945, Xavier Vallat ne s'est pas privé de le rappeler et de dire, écoutez, si Vichy a édicté le statut des Juifs, ça n'a rien de bien pire que le statut des congrégations religieuses sous la Troisième République. Et là, les autorités étaient bien gênées. Bref, je pense qu'il aurait pu y avoir une détente. Il aurait pu y avoir une détente, mais si la détente entre les Juifs et le gouvernement socialiste n'a pas été possible, c'est qu'il y a eu de chaque côté des extrêmes. Il y a eu des nationaux socialistes qui étaient férocement anti-juifs, et avec qui il n'était pas possible de discuter et de dire mais il va y avoir une détente. Et puis il y a eu, surtout à l'étranger, des associations juives qui ont soufflé sur les braises. Bon, d'un côté comme de l'autre, on peut trouver des raisons. Je ne suis pas là pour juger. Je suis là pour voir objectivement ce qui s'est passé. Et on peut dire que, eh bien, après les années 35, il y a eu à nouveau un raidissement. Et puis ce qui a mis le feu aux poudres, finalement, c'est le fameux assassinat ambassadeur allemand, c'est ça, à l'ambassade d'Allemagne, du légat de l'ambassade d'Allemagne à Paris, par Greenspan, en novembre 1938. Aujourd'hui, on fait de cet acte de Greenspan, je dirais, un acte de révolte, un acte, si on ne tient pas en compte, si on rejette la thèse du règlement de compte pour des affaires de mœurs, si on dit que Greenspan a fait cet acte pour protester contre le sort qui était fait aux Juifs en Allemagne, bon, peut-être, oui, mais enfin, il n'empêche que c'était un acte très très imprudent, parce que déjà que la situation était tendue, je ne vois pas ce que Greenspan pouvait penser gagner en allant assassiner un légat d'Allemagne, enfin un légat de l'ambassade d'Allemagne à Paris. Et ça devait fatalement mettre le feu aux poudres. Et c'est vrai que ça a mis le feu aux poudres. Il y a eu la nuit de cristal, qui a d'ailleurs, Hitler n'était pas pour, Streicher, l'antisémite, non plus, Göring non plus, mais on le sait aujourd'hui, c'est Goebbels qui a soufflé sur les braises, et puis à partir de cette nuit de cristal, eh bien, Hitler a dit, bon ben c'est suffisant, il faut trouver une solution à cette question juive qui nous empoisonne, à cause de toute cette propagande à l'étranger contre nous, il faut cette fois qu'ils émigrent le plus rapidement possible, on va les enlever, on va les mettre hors du circuit économique, et à partir de ce moment-là, il est vrai, ça a été beaucoup plus grave. Donc, pour conclure, si vous voulez, je vous dirais, oui, on ne peut pas refaire l'histoire, on ne peut pas dire si, machin, si ça s'était passé, je ne sais pas. Mais ce que je crois franchement, et encore une fois, le témoignage de Joachim von Ribbentrop est très intéressant là-dessus, il y aurait certainement pu avoir une détente. Après les lois raciales, encore une fois, les Juifs n'étaient plus des citoyens allemands, donc c'était des citoyens de seconde zone, mais il y aurait pu y avoir une détente. Il n'y a pas eu cette détente à cause, bon, de certains groupes antisémites allemands, mais surtout, hélas, de certaines associations juives étrangères qui vraiment ont soufflé sur les braises. Et ça et la guerre, enfin, et il y a eu le faux poudre a été mis en novembre 1938 avec Greenspan. Voilà ce que j'aurais à répondre. C'est-à-dire que, alors après, une fois qu'il y a eu la guerre,
naturellement, là, Hitler a été intraitable. Il a dit que c'était une guerre juive. Il disait, l'Angleterre m'a déclaré la guerre parce que la City était gouvernée par des juifs. Ouais. Et von Ribbentrop, d'ailleurs, lui disait non, vous n'avez pas besoin d'invoquer les juifs. Donc il y a eu des heurts entre nationaux-socialistes sur cette question. Hein. Mais pour Hitler, après, il est évident qu'à partir de 1940, quand il a vu que la guerre, notamment avec l'échec en URSS, que la guerre risquait d'être longue et risquait d'être périlleuse, et qui mettait les juifs fautifs dans cette affaire de guerre, eh bien, il y a eu une aversion de plus en plus grande et qui a terminé par cette fameuse déportation, ces grandes déportations à partir de 1942 et l'envoi des juifs, non pas dans des camps d'extermination comme on dit, mais l'envoi des juifs à l'Est, très loin, on gardait ceux qui pouvaient travailler pour travailler dans des camps ou dans des camps de travail, et les inaptes au travail, on les lançait plus loin vers l'Est. Il faut dire qu'une telle déportation, un tel mouvement de foule, réalisé en pleine guerre, dans l'urgence, souvent dans l'improvisation, ça ne pouvait que se terminer en une catastrophe, et ça s'est terminé en catastrophe pour beaucoup de juifs, hélas. Voilà donc ce que j'avais à répondre, j'espère que j'ai répondu à la question. Oui, alors justement, j'ai envie de dire, je profite de vous avoir sous la main pour confirmer ou infirmer un certain nombre de faits, en tout cas, ou on va dire de rumeurs comme ça. Alors des fois, certainement, il y a peut-être des choses qui sont de la légende urbaine et d'autres choses qui sont vraies. Alors sur Hitler, il y en a un certain nombre. À commencer par le premier on nous a sorti, comment dire, il y a quelques années, la fiche des renseignements généraux que tenaient les services de police français à l'époque, qui faisait mention de son deuxième prénom, et il s'appellerait donc Adolf Jacob Hitler. Alors à partir de là, beaucoup ont supputé, on nous a expliqué qu'il aurait peut-être des origines juives. Est-ce que vous avez travaillé dessus, sur cette question? Alors là, c'est une question on me l'a encore sorti, un de mes farouches contradicteurs, Von Mier, je lui fais de la publicité ce soir, allez voir sa chaîne sur YouTube, a ressorti, il y a récemment, cette fiche, en disant qu'on avait tous du sang juif et que Hitler aussi avait du sang juif. Ma réponse est la suivante. Et alors? Quelle importance? Mon père m'a toujours dit, scoop pour certains, que mon arrière-grand-mère était une juive espagnole. Bon, du côté de ma mère, ce sont des protestants qui viennent de Suisse, ils s'appellent Wolfander. Or, Wolfander, il paraît que c'était un nom que prenaient des juifs qui se convertissaient au protestantisme. Il est très probable que moi j'ai eu sang juif des deux côtés de ma famille. Et alors, quelle importance? Ça n'a aucune importance. Je veux dire, Hitler a expliqué pourquoi il n'aimait pas les juifs dans Mein Kampf. C'est une reconstruction, on peut croire ou on ne peut pas le croire, mais les nationaux-socialistes n'aimaient pas les juifs parce qu'ils estimaient qu'ils avaient pris trop d'importance dans la société allemande, et surtout qu'ils avaient pris une importance néfaste, une importance de dissolution, que ce soit par l'art dégénéré, la pornographie ou par le bolchevisme. Après, que ces gens aient pu avoir des origines juives, quelle importance? On a peut-être tous du sang juif, mais quelle importance? Ce sont des questions qui, pour moi, n'ont aucun intérêt pour l'histoire. Excusez-moi de répondre ça, j'ai peut-être en décevoir certains, mais je ne m'attache pas à des choses comme ça. Et on me dirait aujourd'hui même, vous savez que les pères d'Hitler étaient juifs? Oui, bon, peut-être. Et alors, quelle importance? Alors, il y a une autre question aussi comme ça, qui revient souvent, c'est les fameuses expéditions qui ont été organisées par les nazis. Alors, on parle d'une expédition en Himalaya, oui, dans laquelle Hitler recherchait donc les portes d'entrée. Alors là, attention, on est dans le terrain glissant, mais ce seraient les portes d'entrée du royaume d'Agartha, qui serait un royaume à l'intérieur de la Terre. C'est la fameuse théorie de la Terre creuse. Et il paraît que Hitler avait même fait venir une équipe de moines à Berlin qui était sous haute surveillance, des moines bouddhistes sur lesquels il avait dit qu'il fallait veiller comme sur la prunelle de ses yeux. Enfin, c'est... Alors, je vais vous dire, franchement, encore une fois, alors, c'est très possible. Il est certain que dans les cercles nationaux-socialistes où il y avait des gens férus d'ésotérisme, il est certain qu'il y a eu des recherches de ce côté-là. D'accord. Maintenant, je vais vous dire, moi je serais au pouvoir, et on me dirait, vous savez que
la Terre est creuse et qu'il y a l'entrée au Tibet. Moi, ça me paraîtrait tellement énorme que, pourquoi pas? J'irais peut-être envoyer une expédition là-bas, oui, en disant, bah, écoutez, et puis voir, je ferais venir des moines bouddhistes pour leur dire, voilà, vous êtes au courant, ce serait tellement énorme, ce serait même très beau, ce serait si extraordinaire. Ouais. Intellectuellement, c'est très très intéressant. Je veux dire, pourquoi pas? Donc, qu'il y ait eu chez les nationaux-socialistes des gens férus d'occultisme ou des gens qui aient cru en cette histoire de terre creuse que soi-disant l'amiral Byrd aurait essayé de voir après. Exactement. Je connais toutes ces affaires. Voilà. Moi, je trouve que c'est pas inintéressant c'est pas inintéressant d'aller mener des enquêtes sur la question. Mais encore une fois, c'était extrêmement marginal. On a l'impression qu'Hitler aurait passé ses journées à aller savoir s'il y avait une terre creuse, à aller chercher le royaume de l'Agartha, le royaume du prêtre Jean. Mais attendez, mais ça peut être des discussions de fin de soirée. Moi, personnellement, il y a plein de sujets qui m'intéressent de ce genre. Je veux dire, je peux parler, je peux m'intéresser, je lis des tas de livres aussi sur les phénomènes de hantise, tous ces trucs-là, la vie, la réincarnation, il y a des choses qui m'intéressent. Bon, et si j'étais au pouvoir, bah, ça continuerait à m'intéresser. Mais, encore une fois, il faut remettre les choses à leur juste place. Le national-socialisme, ce n'est pas ça. Mais quand il reprend le symbole... Ça, c'est tout à fait annexe. Et je dirais, ni dans Mein Kampf, ni dans le parti, ni dans le programme du parti, ni dans l'action politique constructive d'Hitler, ces choses sont apparues. C'était des choses purement qui étaient du domaine du privé. Et tout homme d'État, tout gouvernement a le droit de s'intéresser à des affaires privées. Ça ne change absolument rien sur ce qui est l'essence du national-socialisme. Là, encore une fois, je crois qu'on mélange énormément de choses et que des gens mettent leurs propres fantasmes au niveau de l'histoire. Et je voudrais rebondir d'ailleurs sur quelque chose d'autre. On nous parle souvent, par exemple, de la stérilisation sous Hitler. On dit, on a stérilisé les gens, on voulait stériliser les juifs. Oui, oui, tout à fait. C'était un projet de Victor Braque. Pendant la guerre, Victor Braque a dit, tiens, on va stériliser les juifs que l'on va mettre au travail parce qu'il ne faut pas qu'ils se reproduisent. Bon, alors aujourd'hui, on en fait tout un truc, comme si ça appartenait à l'essence du national-socialisme, si l'essence du national-socialisme, si être national-socialiste, c'était vouloir stériliser les juifs. Mais c'est pas vrai. Lorsque Braque propose ça à Himmler en pleine guerre, Himmler lui répond une lettre, mais alors vous savez, la lettre parfaite de politesse. Oui, très bien, menez des expériences sur la question. Il lui répond 2 mois plus tard. Une simple lettre comme ça. Alors quelques expériences vont être menées avec le Coxsackie, avec les rayons X, etc. Mais ça va foirer, alors, lamentablement, il y aura des victimes, notamment avec les rayons X, on les a. Alors là-dessus, on a tous les documents, c'est pas un problème. Et puis ces expériences vont être complètement oubliées. Enfin, Victor Braque, on n'en parlera même pas. Bon, le pauvre, il va être poursuivi à la fin de la guerre, il va être condamné à mort et pendu. Mais, je veux dire, alors aujourd'hui, on en fait tout un truc. Le national-socialiste, il voulait non seulement euthanasier, mais stériliser les gens, des millions de gens. C'est pas vrai. C'est une excroissance du national-socialisme qui est arrivé à un moment, mais qui n'a absolument rien à voir avec ce qu'est le national-socialisme. Donc, vous voyez, toutes les affaires, Tulé, Lagartha, oui, ça a existé. Pourquoi ça n'aurait pas existé? Si j'étais demain au pouvoir, ça existerait aussi. Mais ça ne change rien au problème. Mais quand même, il faut reconnaître quand même que le régime, il a détourné la swastika, qui est un symbole qui vient de l'hindouisme, qui vient des civilisations hindoues, en tout cas du sous-continent indien. Il s'est inspiré quand même d'une symbolique forte de départ. Bien sûr, mais je pense que c'est tout à fait normal, parce que il voyait sûrement dans ses... Il explique d'ailleurs à un moment où est-ce qu'il a vu pour la première fois cette svastika et ce symbole lui a beaucoup parlé. Bon, ben voilà, oui, c'est vrai, c'est sûr. Il a trouvé ce symbole, oui, c'était tout simple, parce que ce symbole était présent dans énormément
dans énormément de, je veux dire, de monuments, parce qu'il était assez répandu à l'époque. Aujourd'hui, il n'est plus répandu, mais il n'est plus répandu. Mais je veux dire, bon, bah, qu'il ait fait ça, oui, mais si vous lisez ses discours, si vous lisez ses propos de table, rapportés par Bormann, non, Ouais. il faut être prudent. Si vous lisez le témoignage des gens qui l'entourent, ben, on ne parle pratiquement jamais de ça. Hitler, ça ne l'intéresse pas. Hitler est un homme d'action et pas un homme perdu dans les fumées d'un mysticisme hindou ou je ne sais pas trop quoi. Encore une fois, il faut lire les gens, lire les gens qui ont été proches de lui, voir ce qu'ils disent et vous remarquerez que dans la vie d'Adolf Hitler, d'ailleurs, dans toutes les ventes d'objets qu'on a eues de lui, si vraiment ça avait été un féru, on aurait trouvé des tas de choses. On n'a rien trouvé de tout cela. Donc arrêtons de fantasmer sur des choses qui restent quand même très annexes.